réformes qui, aujourd'hui, s'opèrent au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne cette loi électorale. Est-ce qu'on respecte bien la procédure? Qui a la paternité de cette loi? Comment les tirages au sort, notamment à la Cour constitutionnelle, s'effectuent? Est-ce que la sérénité est de rigueur au moment où, au Katanga, il y a déjà la réconciliation entre Katangais après ces grands forums sur les Katangais, les Kassaïens? Il y a une espèce de foisonnement dans la classe politique congolaise. L'homme du jour, il n'a pas, en tout cas, beaucoup de méfiance quant à la vérité parce qu'il va bien la dire aujourd'hui. Voici l'invité, l'honorable Delis Esanga, président de l'Envol. Où serait-il? Venez nous rejoindre, honorable Esanga. Bienvenue. Bienvenue sur Télé 50. Merci, un plaisir. Sur ce grand plateau qui vous attend depuis 48 heures. On ne parle que de vous. Dans tous les salons UP de Kinshasa, ailleurs, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, tout va bien. Je me porte comme un charme au rythme de pays. Au rythme de pays, vous ajoutez. Alors, vous êtes fait accompagner avec votre équipe de l'Envol, tant mieux. Malgré qu'ils ne vont pas parler, c'est vous, l'homme du jour aujourd'hui. On a toujours parlé, mais au nom de plusieurs. La voix que l'on porte, c'est souvent au nom de plusieurs. Et ils font partie de ces plusieurs au nom desquels nous parlons. Merci beaucoup. Je vous offre ces fauteuils. Merci beaucoup. Et vous vous installez naturellement, et moi aussi, parce que ça ne sera pas de tout repos aujourd'hui avec vous. Je vous signale que j'ai à peu près 140 questions. Mais nous n'allons pas laisser la place aux téléspectateurs. Nous allons d'abord privilégier vous écouter. Vous écouter sur des choses qui préoccupent beaucoup les Congolais depuis un certain temps. Tout le monde vous connaît, bon juriste, commis de l'État, élu depuis 2006. Delis Esanga, lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il a peur de personne. Tout va bien. La peur ne m'habite jamais. Parce que la peur, c'est contre la liberté. Et celui qui installe la peur en vous, vous contrôle. Et donc, j'ai toujours refusé la peur et je n'ai pas peur. Pour mon pays, en tout cas. Est-ce que c'est un homme libre ou l'homme qui ne veut pas que les choses tournent au rythme de ceux qui détiennent la signature? Non, je suis un homme libre et affranchi de toute contrainte, n'ayant qu'une seule conviction, celle de la libération de mon peuple. Une seule conviction, celle de construire au Congo un État fort, un État capable de répondre aux défis qui sont ceux de notre temps, de notre jeunesse et de notre population. Et ces défis sont énormes. Un homme qui refuse aussi le compromis avec ce que je nomme être la bêtise, c'est-à-dire la concession à ce train-train quotidien, à cette façon de faire de notre pays et qui a souvent égaré notre pays sur la voie du développement et de sa transformation. Je suis celui-là qui, au sein de l'Assemblée nationale, que beaucoup nomment comme étant le gendarme de la réforme, et depuis que j'y suis, je veille à ce que ce pays soit réformé et transformé. Est-ce que vous parlez avec autant de pertinence parce que vous voulez vous faire remarquer ou parce que vous êtes convaincu réellement de ces changements que vous portez? Si vous me suivez depuis quelque temps, vous observerez qu'il y a un fil conducteur. Le fil conducteur qui me guide, c'est la liberté. C'est la transformation de notre pays, c'est lui redonner un État, c'est permettre à ce pays d'être administré. Et pour cela, je n'ai jamais ménagé les efforts. Que je sois dans l'opposition ou dans la majorité, j'ai toujours considéré que c'est un sacerdoce, une mission quasi christique que de pouvoir travailler pour le pays. Et parfois, incompris, parce que pour certains, ils ont souvent considéré que quand on est dans l'opposition, on n'est là que pour critiquer et pas pour proposer. Vous savez, depuis 2006, oui, à ce jour, nous avons été au cœur des grandes réformes pour donner à ce pays les instruments de sa gouvernance. Hélas, jusqu'à ce jour, nous avons remarqué que la plupart de ces instruments ont été souvent mal utilisés et nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Nous avons beaucoup de temps pour cela.
Et on va voir si depuis ces jeunes hommes étudiants en droit à SAS, Paris, enfin, vous êtes beaucoup comme ça, qui sont passés par des grandes universités, même si le débat du niveau est d'actualité en ce moment au Congo, les niveaux intellectuels. Enfin, on va parler de ça aujourd'hui. Je veux que vous regardez cet écran et que vous parcourez avec nous un peu votre itinéraire. L'itinéraire de Dely Sesanga. Ensuite, nous allons nous jeter à l'eau et avec nous, ceux qui suivent à travers le monde, parce que tous ces gens qui m'ont envoyé des questions vous concernant sont préoccupés par des choses. La première, est-ce que Sesanga est un homme courageux qui peut aller jusqu'au bout? Deux, est-ce que tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile? Et trois, avec qui va faire tout ça? On vous regarde d'abord, comme ça, on a tout le temps pour nous. Dely Sesanga. Communication méticuleuse, apparence toujours soignée, forte capacité à s'adapter dans différents milieux. Qui est Dely Sesanga, cet homme avec un art oratoire extrêmement posé, que ce soit en français ou en lingala, cet homme engagé, qu'on aimerait avoir à ses côtés et pas du tout en face. Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Originaire de Luisa, dans l'actuelle Kasaï centrale, c'est à Kolwezi que Sesanga Ipumu Jakasanka Dely a vu le jour en 1970. Diplômé de l'université de Grenoble, où il détient un doctorat en droit international public, son charisme légendaire a fait de lui un omniprésent dans la scène politique congolaise depuis la fin des années 80. Alors qu'il a à peine 20 ans, il milite déjà au sein de l'association de la Nouvelle Jeunesse avant d'intégrer les Forces du Futur d'Arthur Zaïdi Ngoma. Plus tard, on le retrouve parmi les fondateurs du Rassemblement congolais pour la démocratie et même dans la liste des signataires des accords de Lusaka. N'ayant pas obtenu gain de cause dans la lutte avec le RCD, il regagnera Paris quelques mois avant de revenir, cette fois aux côtés de Jean-Pierre Bemba, qui l'accompagnera en tant que directeur de cabinet dans le MLC et à la vice-présidence de la République, formule 1+4. Brièvement, en 2006, entre Alexis Tambwe-Mwamba et Olivier Kamitatou, il assume les fonctions de ministre du Plan. Une fois élu député national pour la circonscription de Luisa, avec un score remarquable dans la région, il rejoint l'hémicycle. Il fera ce choix pour les 2 autres législatures et traîne à ce jour une carrière de plus de 15 ans en tant que député national. Jamais inaperçu, il participe activement à l'élaboration des principales réformes institutionnelles de la Troisième République avec un désir très affiché du débat républicain. Dely Sesanga est présenté tantôt comme le modèle d'élu pour un Congo différent, parfois comme un opportuniste aux ambitions démesurées, un frustré à la recherche des postes. Toutefois, l'opposition n'a jamais semblé l'embêter. En 2010, quand il crée son parti politique Ensemble des volontaires pour le redressement de la RDC, c'est la candidature d'Étienne Tshisekedi qu'il soutiendra pour la présidentielle. En 2016, il soutient d'abord Moïse Katumbi, désormais opposant, puis se range du côté de Félix Tshisekedi après les désaccords de Genève en 2018. Malgré la victoire de ce dernier, il ne sera presque jamais aux premières loges de ce régime. Toujours à l'Assemblée nationale, il poursuit son combat pour les réformes, cette fois sous le label G13, pour des meilleures élections à l'avenir. Nous allons avancer à la fois dans la recherche de ce consensus au sein de la classe politique, mais à la PAJ, où tout le travail va pouvoir se faire pour matérialiser enfin cette loi sur laquelle nous avons travaillé et des années entières. Flirtant encore avec le pouvoir, il est souvent désigné comme un des metteurs en scène dans l'ombre de l'Union sacrée de la nation,
La majorité parlementaire acquise par Félix Tshisekedi en pleine législature, dans des circonstances encore discutables. Non convaincu de la démarche de cette nouvelle mastodonte, il reprend son indépendance pour militer de nouveau dans l'opposition en y laissant quelques plumes, telles que le poste de vice-ministre de la Défense accordé à son parti politique. Je vais cesser d'appartenir comme tel à cette union sacrée qui est une réalité parlementaire. Parce que l'union sacrée n'est pas un mouvement politique, ce sont des groupes, des députés qui se sont associés pour pouvoir pousser dans un sens. En ce temps de Covid-19, il porte l'ambition de la réduction du train de vie des institutions, mais encore, il renonce à son salaire de député national de mars 2020 à la fin de l'année pour le reverser au compte du comité de riposte de la pandémie et fait divers dons pour aider la population en panique. Le Congo est une idée avant d'être une réalité construite autour de deux principes, le rassemblement et l'intégration de notre diversité. Le Congo ne peut donc survivre ni prospérer sur ces divisions qui attisent d'une part la peur, la haine et le désespoir et d'autre part précipitent de manière inexorable notre nation dans l'abîme de l'affaissement moral. Ouvert et bon vivant, respecté pour ses différentes convictions ponctuées d'une certaine constance, Denis Esanga a de plus en plus été cité ces derniers mois comme l'homme qu'il faudrait pour le Congo. Il est par exemple un des rares hommes politiques, si pas homme tout court, à posséder une demeure digne de ce nom dans le Kasaï central où il est également élu provincial en 2018. Jusqu'ici, très à l'aise dans son rôle de député national, va-t-il s'en contenter encore plus longtemps? La question est sur toutes les lèvres. Denis Esanga, moi je suis journaliste et je n'applaudis jamais. Alors je vous pose la question très directement. Êtes-vous fier de vous après avoir fait tout ça? Je serai fier de moi le jour où la mission pour laquelle je suis engagé au service du peuple congolais aura été remplie. Lorsque je verrai la joie dans le regard de nos concitoyens et qu'ils se diront que finalement ils ont eu dans ce pays une élite qui aura été à la mesure des défis, capable de répondre à leurs problèmes. Croyez-moi, quand je me regarde chaque matin, je ne suis pas fier de moi quand je vois l'état de détresse dans lequel vivent nos concitoyens. Ça, c'est un combat permanent et c'est une conviction profonde. Et c'est mon moteur au quotidien qui fait que, à chaque fois, nous croyons dans la capacité de l'homme et dans la capacité de notre société à se dépasser pour répondre et regarder cet autre Congo qui souffre. Ce jour-là, je serai tout seul. Il y a parmi les gens qui m'ont envoyé des messages, il y en a qui disent c'est un intellectuel, un grand juriste, un technocrate déconnecté des vraies réalités du pays. Il est mieux à Kinshasa que dans le Congo profond. C'est justifié ça? D'abord, c'est une très mauvaise idée parce que je crois que dans les mois qui viennent, je vais lever le voile de ce que je suis dans la vraie réalité. J'ai de la pudeur à parler de moi-même, de ce que je suis dans la vie au quotidien. Mais il faut qu'on vous connaisse aussi. Auprès de nos concitoyens. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est unique. Je fais la part entre la vie publique et la vie privée à laquelle chacun de nous a droit. Croyez-vous que quelqu'un qui soit mal à l'aise avec le Congo profond puisse être élu dans une circonscription rurale à 3 reprises? Croyez-vous que quelqu'un qui soit mal à l'aise avec le Congo profond puisse être élu dans le Kasaï, aussi bien à Luiza que dans la ville de Kananga, où j'ai été élu brillamment comme député provincial? Croyez-vous qu'en 2006, eh bien en 2006, j'ai fait le score le plus élevé de 2 Kasaï réunis? Non. Je crois que ça, c'est une idée que les gens veulent plaquer. Qu'est-ce qu'on vous trouve en tant qu'homme, avant d'être politicien? Qu'est-ce qu'on vous trouve? Naba, à Luiza, au Kasaï. On vous trouve quoi? Ce qu'on me trouve aussi à Kinshasa. Au-delà d'être le fils de son père. Enfin, on sait un homme vrai. Pas avec la politique. Un homme vrai. Oui. Un homme vrai. Je suis vrai dans ce que je dis. Je suis vrai dans ma conviction. Quand je vous dis oui, c'est oui. Quand je vous dis non, c'est non. Et lorsque je suis convaincu que pour l'intérêt général, il faut entreprendre telle voie, je suis prêt à l'entreprendre, y compris lorsque cela va à l'encontre de mes intérêts partisans. Vous avez évoqué un sujet sur lequel je voudrais revenir. Oui. Vous parlez, je suis le fils de mon père.
comme chacun de nous, a sénateur, eu connu, des etc. parents. Oui, comme toute cette génération, hein. Non. Joseph Kabila, fils de son père, Félix Tshisekedi, fils de son père, Jean-Pierre Bemba, fils de son père, Délis Sessan, fils de son père. Je suis le fils Vous êtes la génération des fils de leur père. Non, c'est-à-dire que on n'a pas choisi ses parents. Je suis fier d'en avoir eu, de les avoir connus et qu'ils soient encore vivants. Je suis fier de ce que mon père a entrepris, des valeurs qu'il m'a transmises, de l'éducation qu'il m'a donnée, de la force de caractère qu'il a conduit dans sa vie. Ça n'a pas toujours été simple, mais c'est quelqu'un dont j'ai reçu une éducation qui me fait comprendre que rien n'est impossible et qu'à force de travail, on peut y arriver. Je ne suis pas fils de son père au sens où les gens l'entendraient. Je ne suis pas un héritier politique. Héritier. Non. Mon père est de gauche, je veux dire. Mon père a des sensibilités de gauche. Moi, je suis plutôt de droite. Je suis libéral dans mes convictions. Pendant longtemps, et d'ailleurs, mon père a été dans la campagne de 2006, il a soutenu la candidature de Joseph Kabila. Oui. Il était dans, on appelait ça AMP, oui. AMP à l'époque. Oui. Et moi, j'étais avec Jean-Pierre Bemba. On était donc opposés sur le terrain. Mais cela, cette liberté de ton que nous avons l'un envers l'autre ne nuit jamais à la qualité de notre relation filiale que j'ai avec lui. Donc, j'ai reçu de lui des valeurs. Et la première des valeurs que j'ai reçues de lui, c'est la liberté. Et la liberté, y compris par rapport aux convictions, par rapport aux siennes. Donc, les convictions de mon père ne sont pas les miennes nécessairement, et je ne suis pas un mouton. Et donc, c'est cette liberté. Alors, Délis Sessan, vous savez, je vous ai invité, c'est parce que nous avons deux sujets majeurs en ce moment, ici en RDC. Il y a d'abord, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a défenestré le président de la Cour constitutionnelle par cette opération de tirage. On a glandé un tout petit peu, une certaine démarche. Et vous allez essayer de nous expliquer un peu ça, parce que ceux qui sont chez eux, beaucoup parlent d'irrégularité, d'autres parlent du chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, donc qui peut, via la politique, via l'appareil, via toute la machine qui existe, installer, réinstaller, etc. Et puis on parlera de G13, on parlera tout à l'heure de cette réforme au niveau de l'Assemblée nationale qui préoccupe beaucoup. Avant de voir dans le futur votre parti politique, d'ailleurs vous avez amené quasiment votre état-major, ça on parlera un peu plus tard. Si je parle le même langage avec la technique, j'aimerais, avec illustration, que vous nous expliquiez un tout petit peu ces schémas de tirage au sort. Pour les membres, voilà, système de tirage au sort de membres de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que c'est d'abord? Comment ça s'est passé chez nous? J'aimerais, avant qu'on puisse lancer la technique, oui, expliquer un fait. Parce qu'on a entendu parler dans les médias. La proposition, l'avant-proposition de loi, lorsque nous sommes en campagne en 2006, j'élabore une série de réformes, une série de lois. Vous? Oui. Parce que je me dis que lorsque nous allons gagner les élections, nous devons être attelés à travailler dès le premier jour. C'est ma conception du travail politique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on est élu, c'est là qu'on commence à travailler. Et il y a des témoins. François Mwamba, qui est au CPVS avec le président de la République, peut en témoigner. Donc à l'époque, j'ai fait plusieurs lois, dont la loi sur la Cour constitutionnelle. J'estime que c'est une loi essentielle. Sauf qu'à cette époque, je porte 3 propositions. Je porte la proposition de loi sur le statut de l'opposition politique. Nous sommes en 2007. Je porte la proposition de loi pour la suppression du sauf-conduit pour le Kasaï, permettre à ce que les gens, quand ils viennent au Congo, ne puissent pas être astreints à solliciter un nouveau visa pour le Kasaï. Oui, parce que c'était une zone diamant. On considérait que le Kasaï était une zone minière. Oui. Mais on y allait avec une autorisation supplémentaire. Mais partout ailleurs, avec le code minier, on voit que le Congo est minier partout. Les gens pouvaient aller partout sauf au Kasaï. Cette discrimination me paraissait impossible à tenir et donc c'était une priorité et je l'avais senti pendant la campagne. Et donc j'ai fait la loi pour qu'on abroge le sauf-conduit. Et c'est ce qui a été fait. Et donc j'étais sur ces 2 lois. Et donc la 3e, qui était la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je l'ai présentée sous la signature de l'honorable Boulet, qui était avec nous, qui est un des collègues au niveau de l'Assemblée nationale.
Et donc, c'est moi qui écris cette loi pour que nous puissions être dotés très rapidement d'une Cour constitutionnelle. Cette loi est adoptée à l'Assemblée nationale sous Caméré en 2008. Elle va au Sénat, qui l'adopte d'ailleurs à l'unanimité. Et pendant que nous avons déposé la loi, je crois 5 mois après le dépôt de la loi, le gouvernement, comme à ses habitudes, s'amène avec un projet. Et vous savez qu'en matière de législation, lorsqu'un projet vient après une proposition à laquelle on n'a pas répondu dans les 15 jours, on utilise les projets comme étant un document de travail. Alors, la loi est adoptée et elle est transmise à Joseph Kabila, qui est président de la République, pour être promulguée. Sauf que le président Joseph Kabila ne veut pas la promulguer à l'époque. Sans doute redoute-t-il que si nous faisons les élections en 2011 et que le contentieux électoral doit être tranché par une cour constitutionnelle formée de la sorte, il n'aura pas les coups des franges. Le mal commence là. Et donc la loi n'est pas promulguée. Nous allons donc aux élections, nous revenons en 2011. Je vois ressurgir avec le nouveau gouvernement, j'oublie quel est ce ministre, qui ramène une proposition de loi, un projet de loi, nous sommes avec le président Minaku. Il dit non, on a inscrit au calendrier… Minaku qui était à l'Assemblée nationale. Voilà. On a inscrit au calendrier un projet de loi gouvernementale. Je dis, mais tiens, honorable président, je suis intervenu au cours de cette plénière, les archives existent. J'ai fait ici une proposition de loi. Et que pour que cette proposition soit alignée, il y a eu même un arbitrage. Parce que le gouvernement voulait qu'on aligne son projet en 2008. Nous sommes allés chez Caméré avec François Mamba, qui était le président du groupe. Moi-même, il y avait Évariste Bochab, qui représentait le PPRD à l'époque. Et il y avait de l'autre côté, je crois, Maître Nkoulou. Et on a décidé, on a dit non, la proposition y a été première, il faut que la proposition soit examinée. Et donc, le document du gouvernement sera utilisé comme document de travail. Voilà pour la petite donc histoire. votre loi. Donc, ma proposition. D'où la fameuse paternité de la loi. Absolument. Et donc, ça répond… J'ai ici tous les archives. Et ça répond à toutes les polémiques en ce moment qui fusent de partout. C'est une polémique des bas étages. Donc, quand on est arrivé en 2011, le gouvernement a voulu récupérer la loi pour relancer le projet. Je suis intervenu sous la présidence du président Minaku pour dire qu'une loi qui a été adoptée par les deux chambres et qui a été transmise pour promulgation, au bout d'un temps aussi long, nous allons réexaminer la loi, ce n'est pas possible. Je crois que le président Kabila, qui écoutait tout de même à l'époque, entend cette voix à l'Assemblée nationale et finit par promulguer la loi que nous avions élaborée, qui a été adoptée lors de la législature antérieure en 2013. C'est ce qui explique que la loi a été promulguée en 2013 parce que justement, il y a toujours eu dans ce pays une sorte de méfiance à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Cela n'est pas propre au président Tshisekedi, même sous Joseph Kabila, il y a eu cette méfiance. Et donc, la loi est promulguée en 2013. La mise en place intervient en 2015. Alors, je vais intervenir sur un point à l'intérieur de ceci. L'article 158 de la Constitution pose le principe que les membres de la Cour ont un mandat de 9 ans. C'est l'inamovibilité de la Cour qui garantit son indépendance. Absolument. Et on introduit un deuxième élément, c'est l'aléa. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la première formation de la Cour, il y a des tirages au sort. Mais si vous tirez au sort indéfiniment les membres de la Cour, vous verrez, tous ceux qui ont fait de l'analyse combinatoire, il y aura des membres qui auront plus de 9 ans. Oui. C'est ainsi que dans la loi, pour concilier les deux principes, il y a les articles 6 et 8 dont tout le monde parle, mais il y a aussi l'article 116 qui dit ceci dans les dispositions finales, que uniquement pour la formation, la première formation de la Cour, il y aura 3 juges qui auront un mandat de 3 ans, 3 juges qui auront un mandat de 6 ans et 3 juges qui auront un mandat de 9 ans. Ce qu'il faut comprendre, parce que j'entends ici distiller dans l'opinion, qu'on va faire tout le temps des tirages au sort. Oui, oui. Non. Prenez la loi. Renouveler. Prenez la 3 loi. membres de chaque institution. Voilà. Je vous ai amené ici la loi sur la Cour constitutionnelle. Que dit-elle, cette loi? Ben, je vais vous la lire parce que ça sera mieux. La loi dit ceci. La loi dit en son article 8,
président de la Cour. Le président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable. Ça, c'est pour le président. Il est pourvu, les mandats des membres de la Cour, à l'article 6. Les mandats des membres de la Cour est de 9 ans. La Cour est renouvelée par le tiers tous les 3 ans. Lors de 2 premiers renouvellements, donc c'est précis, lors de 2 premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés, c'est-à-dire ceux qui sont mis en place par... en langage clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 9 membres qui sont mis en place à la création de la Cour, eux sont tirés au sort 2 fois. Premier tirage après 3 ans, deuxième tirage au bout de 6 ans. Après, il n'y a plus de tirage au sort. C'est ça que les gens doivent comprendre. Pour eux? Non, pour tout le monde. Ah oui, vous êtes étonné. Alors, quand vous allez à l'article 116, il dit ceci. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation de la Cour, la première formation de la Cour, c'est la Cour constitutionnelle que l'on a mise en place en 2015, parce que c'est 2015. Oui. Alors, ils sont tirés successivement au sort par groupe de 3 selon leur autorité de désignation et auront à titre exceptionnel, respectivement, un mandat de 3 ans, 6 et 9 ans. Pourquoi on a mis cette règle? Cette règle qui ne figurait d'ailleurs pas dans le projet qui était amené par le gouvernement, qui figurait dans l'avant-proposition que nous avions faite, permet justement de respecter la condition initiale, celle de 9 ans. Alors, nous allons l'illustrer dans le système. Oui. Quand vous regardez le système de tirage et composition de la Cour, vous prenez la première formation de la Cour, c'est l'an 0, qui est 2015. Le président nomme 3 membres. Le Parlement nomme 3 membres. Le Conseil supérieur de la magistrature en nomme 3. Ça, c'est la première formation, celle qu'on a faite en 2015. Oui. Et ces juges-là jouissent d'un régime spécifique. Parmi eux, il y en a 3 qui auront un mandat de 3 ans. Il y a 3 qui auront un mandat de 6 ans. Il y en a 3 qui auront un mandat de 9 ans. Mais ce mandat-là est sujet à l'aléa du tirage au sort, pas de la nomination, pas du remplacement par un autre processus. C'est ainsi que la loi organisée et prévoit un calendrier. En 2018, on peut continuer. Oui. 2018. Oui, 2018. Premier tirage au sort en vertu de l'article 6 et de l'article 116 de la loi. Parmi les 3 du président, celui qui est en rouge doit sauter parce qu'il est tiré au sort. On a donné aléatoire. Parmi ceux du Parlement, un doit être tiré au sort, il sort. Et parmi ceux du Conseil supérieur de la magistrature, un est tiré au sort et il sort. Ceux qui sortent sont remplacés par les autorités respectives. Et c'est la ligne qui vient en bas. Oui. Donc, au premier renouvellement, le président nomme 1 pour remplacer celui qui est sorti par tirage au sort. Le Parlement nomme 1 et le Conseil supérieur de la magistrature nomme 1. Je m'arrête là. Je vais donner un détail. En 2018, qu'est-ce qui se passe? Le président Luamba nous amène comment on appelle, un PV où à la Cour constitutionnelle, on a sorti, je crois, le juge Sambo, et puis on a sorti un autre juge. Oui. Et on dit, puisque ces juges sont sortis, on n'a plus besoin du tirage au sort. C'était déjà la première tricherie. Pourquoi? Parce que les juges qui sortent par la voie de la démission, par la voie incidentielle du décès ou tout autre empêchement, eux doivent être remplacés poste pour poste. L'élément d'aléa permet de garantir la régularité du fonctionnement du jeu. Et d'ailleurs, à l'époque, on a eu ces débats. Mais vous savez, chez nous, la loi n'est souvent pas respectée. Et donc, on a sauté ces premiers tirages au sort, qui n'a jamais eu lieu. En fait, en réalité, on n'est pas des enfants de cœur. Il ne faut pas nous prendre pour des canards sauvages. On a voulu ici, avec ce premier, en évitant le premier tirage au sort, calibrer la composition de la cour. Avoir une cour que l'on contrôle. Sous contrôle. Sous contrôle. On y va, on continue. 2021. 2021, les gens ont dit, mais l'honorable Sessanga a soutenu que nous devons faire un tirage au sort. Et oui, c'est vrai, oui. Mais ce n'est pas une contradiction. En 2021, nous sommes à la 6e année. Donc, le deuxième membre de la première formation qui a été mise en place doit être tiré au sort dans le lot du président de la République. Le deuxième membre doit être tiré au sort dans le lot du président. Et le troisième membre dans le Conseil supérieur doit être tiré au sort. Sauf que ce qu'il faut dire à nos concitoyens, ils doivent comprendre leurs institutions
quand nous avons fait la loi, ce deuxième tirage au sort est le dernier. Il ne doit plus y en avoir. Il doit respecter les calendriers. C'est le calendrier de 2021. C'est les juges qui font 6 ans. Alors, vous allez me demander comment on change les juges suivants. Alors, on continue. Le prochain changement devait avoir lieu. Donc là, on a renouvelé, quand on a tiré, on devait renouveler en 2006. Oui. Mais en 2006, le président Tshisekedi, avec son groupe, ont procédé de la même manière. Ce qui explique que tous ceux qui font du droit constitutionnel ont compris et demandé à cette époque-là qu'on puisse faire le tirage au sort. Personne n'a voulu le faire. Et donc, on a refait en 2021 la même chose qu'on a faite en 2018 pour calibrer la composition de la Cour. À sa sauce. À sa sauce. Et donc, c'était critiquable. Alors, on nous sort au milieu de tout ceci, en 2022, un tirage au sort. La question, ce tirage au sort, vient-il régler la question du premier tirage au sort qui n'a pas eu lieu ou vient-il régler le deuxième tirage au sort? Si ça vient régler le premier tirage au sort, alors ça voudrait dire que les membres qui ont été remplacés, comme quoi ils faisaient office du tirage au sort, l'ont été irrégulièrement. Si ça vient remplacer le deuxième, ça veut dire que ça laisse en irrégularité le premier. Et donc, voilà la bouillabaisse dans laquelle on est entré. Parce qu'en réalité, c'est en 2024 que le troisième renouvellement doit avoir lieu sur la souche des premiers juges. 2024, donc on va sur la dernière ligne. Oui. Donc, sur la dernière ligne, 2024. En 2024, le dernier juge de la série, lui, n'a pas besoin d'être tiré au sort. Il a fait 9 ans. Okay? Et c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Alors, vous allez me demander en 2027, parce que 3 ans après, il faut changer. En 2027, vous allez remarquer que tous les juges qui sont entrés lors du premier renouvellement, ils font 9 ans. On les remplace. On ne fait plus de tirage au sort. Alors, moi, ce que je ne comprends pas. Attendez d'abord. Ce que vous dites là, c'est extrêmement grave. Ah oui, la cour est dans l'illégalité. C'est extrêmement grave parce que quand Mbata disait, lorsque le juge Kalouba est arrivé à la Cour constitutionnelle, que c'était irrégulier, il a failli être lynché, pauvre Mbata, à cette époque-là. Maintenant, vous nous expliquez que tous les processus sont biaisés là. Depuis 2018, et nous l'avons dit. Mais et que c'est irrégulier pour la première cour qui doit dire si tout ce qu'on fait est constitutionnel ou pas. Elle est elle-même composée de manière irrégulière. Parce que pour éviter l'inamovibilité, éviter l'élément d'aléa qui introduit plus d'indépendance, les pouvoirs en place, le régime Kabila comme le régime Tshisekedi ont préféré le calibrage de la composition de la Cour. La grande gymnastique. La grande gymnastique. Et donc, c'est cette gymnastique qui perturbe. Alors, les gens sont rentrés dans un jeu où on peut se lever un matin, on fait un tirage au sort. Demain, on fait un tirage au sort. Je n'ai rien à voir sur Kalouba, que je connais au demeurant, qui est un confrère. Je pense que le sens de l'État, s'il devait nous occuper, c'est que les bonnes lois, quand elles sont faites, elles doivent être respectées. Et comme je vous le disais en entrée tout à l'heure, y compris lorsque cela va à l'encontre de nos propres intérêts. La Cour constitutionnelle, telle qu'elle est faite aujourd'hui, a été perturbée dans son dispositif. C'est un mécanisme qui doit devenir indépendant. Et pourquoi on met en place cette mécanique? On la met en place pour que sa composition échappe à l'influence de courants politiques les uns les autres. Et vous sentez comment, vous, maintenant, et les sujets de cette Cour constitutionnelle, au bon vouloir des dirigeants, ou le peuple congolais peut encore espérer si cette Cour? La Cour constitutionnelle a été pensée comme étant un dispositif clé dans la construction de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, la manière dont elle a été pervertie, telle que les lois ont été mal appliquées, volontairement mal appliquées, nécessite une profonde réforme. Vous allez me dire encore, vous nous parlez de réformes. Oui. Mais vous savez, en juillet 2019, lorsque nous étions en congrès disons, un bureau politique élargi de mon parti, en sortie des élections, l'un des axes des réformes majeures que nous avons souhaité, malheureusement aujourd'hui nous ne pouvons pas faire des révisions constitutionnelles, c'était de revoir le pouvoir judiciaire. Parce que ce type de fonctionnement, où on fait les lois et on les adapte à celui qui tient le pouvoir ou à un camp, n'est pas bon.
Ce que l'on a fait en 2018 sous Joseph Kabila n'est pas bon. Le fait de le répéter en 2021 a approfondi encore et perturbé. Mais on va vous expliquer qu'on est en politique et que quand on a la signature, ben on garde cette signature le plus longtemps possible. Bon, ça c'est une... Vous, à la place de Tshisekedi, vous ferez la même chose? Non, je ferai différemment. Je ferai différemment. Les gens ne se rendent pas à quel point les dysfonctionnements de l'État, cette façon de ne pas respecter les lois, afflige des souffrances énormes à nos populations. Parce que ces désordres, on croit que c'est un petit problème juridique, mais donne notamment aux investisseurs que l'on va chercher à longueur de journée l'image qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, qu'il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. L'état de droit, ce n'est pas un discours. L'état de droit, le premier à en avoir parlé, Patrice Emery Lumumba, dans son discours d'investiture du 23 juin 1960, a voulu l'état de droit parce qu'il devait être le porteur des espérances des Congolais. On ne mesure pas à quel point les crises de légitimité, l'absence de l'état de droit est un frein au développement et rive des millions de Congolais dans la souffrance. Parce que ceux qui nous regardent, que vous fonctionnez comme ça, oui, ils savent que dans cet état-là, les droits, les libertés ne seront jamais garantis et ça sera à la tête du client. Et donc l'appareil judiciaire n'est pas seulement un outil politique, mais c'est aussi un outil de développement, un outil de construction économique. On dit la justice élève une nation, mais elle ne lève une nation que si ceux qui gouvernent mettent des gants blancs lorsqu'ils doivent toucher aux affaires de la justice. Alors, si vous le dites comme ça, qui est-ce qui explique cette sympathie pour Kalouba? Tout le monde ou presque dit qu'il a été défenestré illégalement, ou plutôt irrégulièrement, que c'est un érudit, c'est un grand juriste, il aurait fallu qu'il reste à sa place, etc. Vous dites que c'est irrégulier. Moi, je ne plaide pas les cas individuels. Je suis sur le principe. J'ai dit, l'État ne peut vivre qu'à travers le principe. Et on ne peut gouverner le grand nombre de nos concitoyens, que si on se donne des lois, mais des lois que les dirigeants eux-mêmes respectent. Vous savez, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas le cas. En l'occurrence, je vous montre que ce n'est pas le cas depuis Joseph Kabila. Vous ne pouvez pas faire garder une réserve par des gardes forestiers qui eux-mêmes sont devenus braconniers des bêtes qui sont à l'intérieur. La garantie de nos institutions, le respect des lois, ce n'est pas au petit peuple, c'est chez les grands qu'il faut le demander. C'est ceux qui gouvernent qui doivent le respecter. Délice Sanga, tout de même. Vous êtes aussi réputé aujourd'hui l'homme qui empêche les choses de tourner en rond. Tout pour vous est maladroit. C'est mal fait. Allez. Les décisions que prennent, ou que prend surtout les chefs de l'État, Délice Sanga trouve toujours une phrase pour torturer, pour ne pas dire dévier tout cela. Allez, je prends un exemple. L'état de siège. Voilà, depuis 20 ans, la gangrène à l'Est. Tu sais qu'il y arrive. D'ailleurs, il avait promis pendant la campagne électorale qu'il allait installer l'état-major là-bas, qu'il allait en finir une bonne fois pour toutes. Il arrive, il installe le commandement, il donne le moyen sans président. Il a dit d'ailleurs il y a 2 jours, il n'a jamais, le FRDC n'a jamais eu autant de moyens que lui-même qu'il a essayé de mettre à disposition. Aujourd'hui même d'ailleurs, il va rendre hommage aux soldats congolais que Joseph Kabila avait installés ici, place Forescom à Kinshasa, et le 17 mai, révolution congolaise avec Mouzé, tu sais que dans la continuité, il va faire la même chose. Mais ça, ce n'est pas ma question. Ma question est, comment vous trouvez-vous le temps, allez, j'allais dire le toupet, de contester l'état de droit, alors que tout le monde, plutôt l'état de droit, l'état de siège, que tout le monde félicite. On a réduit les groupes armés. Aujourd'hui, on est en coopération avec l'Ouganda. Vous êtes antipatriotique. Je vais vous expliquer une chose. J'ai pris une position sous Joseph Kabila et qui était des positions de principe. J'étais son opposant pendant tout son régime.
J'entends parfois maladroitement les gens dire « Vous avez été avec Joseph Kabila ». Non, j'ai combattu Joseph Kabila. Vous étiez ministre, tout son régime. Non, j'ai été ministre pendant les 1+4. Oui, avec Joseph Kabila. À partir de 2006 jusqu'en 2018, je n'ai pas travaillé avec Joseph Kabila. J'étais à l'Assemblée nationale, dans les groupes de l'opposition. Donc, il y a des positions de fond que nous prenons pour lesquelles nous ne dévions pas en fonction de tel ou tel autre critère partisan. Mais c'est ça aussi être un homme d'État. Si les Congolais n'ont pas suffisamment de fermeté par rapport à certaines choses, la réalité ne sera jamais tendre avec nous. Elle nous rattrapera toujours. C'est pourquoi les gens peuvent me trouver par moments très rigide sur certains principes. Extrémiste, on dit. Pas extrémiste, exigeant. Parce que si vous dites que j'empêche le monde de tourner en rond, parce que vous avez l'impression que le Congo tourne rond. Moi, quand je sors, je vais dans les marchés, je vais à la cité, les gens souffrent. Quand je regarde le fonctionnement de nos institutions, je n'en suis pas fier. Lorsque je vois la courbe d'apprentissage sur différents domaines, la situation économique est telle. Mais vous êtes autorité budgétaire. Mais maintenant, c'est vous les députés. Je vais y revenir. C'est vous qui donnez les moyens au gouvernement qui contrôle le gouvernement. Je vais y revenir. Pourquoi vous avez parlé de l'état des sièges, qui est une question importante. Pourquoi je me suis opposé à l'état des sièges dès qu'on l'a annoncé? Parce que tout celui qui avait les éléments d'analyse du contexte, qui suit ces questions quelque temps, savait que ce n'était pas la bonne décision. Pourquoi? La défense nationale dans notre pays, depuis les réformes de loi sur la défense nationale, elle est territorialisée. Nous avons des zones de défense et nous avons des régions militaires. Et vous avez à l'intérieur de ces zones de défense des secteurs opérationnels. Au moment où on a proclamé l'état des sièges, il y avait des secteurs opérationnels, je crois qu'il devait en avoir 8 qui fonctionnaient. Et ces secteurs opérationnels ne donnaient pas des résultats satisfaisants. Mais quelle est cette logique? Quand les secteurs opérationnels ou les militaires sont mis au devant, ne donnent pas de résultats, on va ajouter à des militaires qui peinent à réaliser les tâches opérationnelles, on va leur ajouter des tâches administratives et des gestions de la douane et d'autres activités. Mais c'est pour avoir le contrôle effectif. Non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les rapports sont là, y compris nos collègues élus de l'Est du pays qui, au départ, avaient mal pris notre position et qui nous ont conduits parfois à la réserve. Aujourd'hui, nous ont rejoints pour dire qu'il faut lever l'état des sièges parce que ce n'est pas la mesure appropriée. Et d'ailleurs, le président lui-même, lorsque je l'ai suivi dans une vidéo à Abidjan, quand il dit... Voilà, il s'exprime en tant qu'homme. Hein? En tant qu'homme. Les deux corps du roi. Les deux corps du roi. Lorsqu'il parle au public, il parle comme il parle de complicité, c'est les désarrois. Tous les Congolais, c'est le commandant suprême des forces. Oui, alors? À la différence de nous autres. Lui, c'est le commandant suprême des forces. Et donc, lui, quand le président dit la police, l'armée est un problème, était même un facteur d'insécurité à l'Est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons l'état des sièges où nous avons donné davantage de responsabilités à une police, à une armée, dont on sait qu'elle a véritablement des problèmes. Est-ce que c'est comme ça qu'on résout les problèmes du pays? Moi, je pense que non. Mais ça, il ne fallait pas 12... Non, attendez, ça, il ne fallait pas 12 mois pour s'en rendre compte. Parce qu'on pouvait le savoir dès le début. Il y a quand même des services de renseignement militaires, civils dans ce pays qui rendent compte de l'état réel de nos forces. Vous ferez quoi, Délice Sanga? Vous savez, vous ferez quoi? Il y a une chose. Quelque chose qui manque dans ce pays, c'est d'abord un problème de responsabilité. Nous sommes responsables en premier de notre propre sécurité. On ne doit pas traiter cette question de sécurité comme si c'était celle d'un autre pays. J'ai suivi un dirigeant ici dire que le Congo n'était pas en guerre et ça fait un tollé, mais c'est parfois le sentiment que ça donne. Le Congo est un pays qui aujourd'hui est déchiré par la guerre. Et pour pouvoir résoudre le problème de la guerre, on a besoin d'une armée, on a besoin des services de renseignement qui fonctionnent de manière correcte, oui, mais ça, on a besoin d'administrer. Ça, c'est le principe. Concrètement, vous ferez quoi? Concrètement. À la place de l'état de siège. Concrètement, on aurait laissé les zones, les secteurs opérationnels, on aurait relevé les troupes qui sont fatiguées parce qu'elles sont épuisées. On ne peut pas laisser des troupes au front
aussi longtemps et pensaient avoir des résultats. Il fallait les relever, il fallait les renforcer, il fallait, on met les moyens, mais les réformes que l'on doit pouvoir faire sur la chaîne administrative pour la gestion des ressources de l'armée, pour s'assurer justement que les moyens qui sont déployés vont effectivement à l'activité pour laquelle on a déployé ces ressources. Vous savez, à un moment donné, on a eu ici la coopération avec la Belgique, qui a appuyé certains de nos troupes. On a vu après les troupes, par exemple, de Mamadou Ndala obtenir… Les commandos. Oui. Des résultats contre les M23. Obtenir des résultats contre les M23. Oui. Donc, quand on a un problème de sécurité, il faut le résoudre par les moyens les plus appropriés, c'est-à-dire l'armée. Et quand on sait, comme le président de la République l'a dit, que l'armée ou la police n'est pas en état, donc on s'adresse d'abord à ce problème avant de pouvoir y aller. Donc, à travers les secteurs opérationnels, on aurait pu bien rencontrer ce problème en renforçant les forces, en relevant certaines unités et en contrôlant davantage… Mais la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale ne parle pas le même langage que vous. Enfin, vous savez, je suis membre de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Donc, quand on voit aujourd'hui tous les rapports qui sont faits, tout le monde est conscient que les opérations ont été lancées sans planification, sans moyens adéquats, sans un cadre opérationnel qui pouvait… On sent une dose de jalousie un tout petit peu. Si ça aurait été un grand succès… Je suis jaloux de mon pays. Je voudrais voir mon pays en paix. Je voudrais voir mes compatriotes où qu'ils vivent, à l'Est comme à l'Ouest. Et je connais au demeurant ces régions pour les avoir fréquentées pendant de longues années. Lui, ils étaient rebelles là-bas. Oui, et je pense que le premier droit d'un homme, c'est d'avoir la paix et la sécurité. Et quand je vois que mes compatriotes, chaque jour, meurent et que c'est devenu une banalité, quand je dis une banalité, vous savez, dans d'autres pays, lorsqu'un seul de leurs compatriotes est tué dans des conditions comme celles qui se passent à l'Est, vous avez un tollé général. Vous savez qu'aujourd'hui, ça n'émeut presque plus personne parce qu'on est habitué. Et cette accoutumance à la violence, à voir les femmes violées, à voir des pans entiers du territoire… Mais Félix, il est le premier scandalisé par ça. N'enfoncez pas les portes ouvertes. Enfin, évoluons. Il est scandalisé, mais lui il travaille. Il y travaille. Mais ce que nous disons, nous, comme Congolais, c'est des résultats. Donc, ce n'est pas assez pour la paix. C'est pas assez pour vous. Mais la paix n'est toujours pas rétablie. La paix n'est toujours pas rétablie. Parmi les questions… Et une dernière précision à faire. Oui. Il faut qu'on arrête de penser que les autres viendront faire la sécurité de notre pays à notre place. Vous êtes contre la coopération avec les Ougandais? Je ne suis pas contre avec la coopération, les Kenyans, non. Avec les Rwandais? Écoutez, au titre des mécanismes de sécurité collective, on peut mettre en place des accords de coopération, de défense, ça, il n'y a pas de problème. Non, opération mais conjointe. Au fond, oui. La colonne vertébrale de la défense d'un pays doit rester son armée, son outil de défense, avec les renseignements qui fonctionnent, l'administrabilité du pays. Tous ces outils-là ne pourront pas, on ne pourra pas en faire l'économie parce qu'on est en accord avec tel ou tel autre pays, quelle que soit la puissance de cet État. Délice Sanga, c'est quoi le G13? Le G13 a été un moment de révélation que les Congolais, au-delà de leur clivage politique, pouvaient avoir des sujets en commun qu'ils voient dans la même direction. Et un de ces sujets qui déchirait la nation, en ce moment où nous avions créé le G13, en 2020, c'était que les gens étaient dans la rue. La majorité FCC Cash était bloquée, ne fonctionnait pas. Ils étaient plus dans les anthèmes que gérer le pays. Tout allait à la dérive. Et à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience pour dire, est-ce qu'il est possible qu'on regarde l'essentiel? Nous sommes dans un… vous aviez parlé d'Arthur Zaïdi tout à l'heure, oui, qui me disait, c'est comme si vous étiez dans un même véhicule et que vous roulez à vive allure vers un précipice, plutôt que de regarder la direction dans laquelle vous allez conduire le véhicule, vous êtes en train de vous demander qui doit être au volant. Ce n'est pas responsable. Et donc, à ce moment-là, il y a eu Henri Thomas Lokondo, il y a eu Loubaya, il y a eu Jean-Jacques Mamba, il y a eu Jean-Pierre Mouongo, il y a eu Magna, il y a eu Jean-Marc Mambidi, il y a eu tout.
tout le monde que vous avez eu, Makengo, Patrick Mouyaya, mais beaucoup vous ont quitté. pour dire nous voulons prendre conscience. Lokondo est mort. Proposer. Lokondo est mort, même si vous continuez à donner le nom à ces projets de loi, enfin, on va en parler tout à l'heure. Mouyaya est membre du gouvernement, certains ne sont plus avec vous. En réalité, vous n'êtes que deux maintenant, vous et le Baya. Mais écoutez, quand on a présenté la loi, il y a eu donc G13 n'est plus G13. L'honorable Njoli, qui est là. Oui, il est aussi là. Jean-Marc Mambedi était là, il n'a pas pris la parole, mais il était là. Il y avait l'honorable Makengo, était là. À part le Kondo qui est parti et Patrick Mouyaya pour des charges gouvernementales, le G13 est resté. Mais G13, c'est une idée, c'est un esprit. Et c'est cet esprit qui dit on peut transcender les clivages politiques pour donner à la République et à l'État une loi qui soit conforme à l'aspiration de la majorité de notre peuple et lui donne les conditions de sa stabilité. Cet esprit demeure. Cette exigence est utile pour reconstruire ce pays. G13, ce n'est pas l'idée à Fayoulou, finalement. Martin Fayoulou. C'est-à-dire lui qui veut les réformes. Lui qui veut que les débats s'effacent au-delà des institutions. D'ailleurs, il avait dit d'ailleurs qu'il y avait un problème de légitimité, un problème de gouvernance, et que tout ce que vous avez avancé comme idée, c'est un peu lui, hein, Fayoulou. Finalement, vous le rejoignez. Non, vous savez, les idées peuvent se recouper. La manière, la tonalité peut être différente. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque nous sommes sortis des élections, le bureau politique, par exemple, de mon parti, s'est réuni en juillet 2019. L'envol. L'envol. Nous étions au centre Nganda pendant 3 jours. Les gens sont venus de l'intérieur du pays, tous nos élus, pour pouvoir tabler sur ce qu'on devait faire. Et parmi les résolutions, on a dit il faut faire la réforme de la CENI, il faut faire la réforme de la loi électorale, il faut faire la révision de la Constitution. Nous avons commencé à récolter les signatures en vue de la pétition qui a été lancée à partir de Kisangani à travers la République. Nous avons déposé cette pétition qui est inscrite à l'ordre du jour. Combien de signatures? Donc, il y a, la Constitution en exige 100 000. Nous en avions recueilli 121 000 signatures à travers le pays. Mais sans suite. Hein? Ah non. Le projet est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes pas informé, si on n'examine pas la proposition de réforme, de révision de la Constitution, c'est parce qu'il y a l'état des sièges. Ah non. Ça a avancé. Depuis 2021, nous sommes à l'ordre du jour. Parlons-en. C'est vrai que nous sommes donc, très ne dites pas, c'est une démarche qui est périphérique. C'est une démarche de fond sur laquelle nos cadres et nos militants à la base sont engagés depuis le début et ils sont allés jusqu'à présent. Quoique vous avez proposé la réduction des trains de vie de l'État, Kabound a récupéré l'affaire. Mais les idées sont faites. Vous avez proposé... Les idées sont faites pour être partagées, Jean-Marie. Les idées ne restent pas là à caboche. On les annonce. Quand on les a diffusées, c'est pour qu'elles rassemblent. Voyez-vous, moi, je suis plutôt favorable à un rassemblement de gens. Parlons-en. Au-delà des clivages. Parlons-en de G13 avec... on vous a vu en vedette à l'Assemblée nationale. Comme des ministres, là, on vous invite, vous êtes là, vous êtes venus défendre votre... Non, pas comme des ministres. C'est là que vous étiez aux premières loges, quand même. Non, c'est là que ça dérape. Non. C'est-à-dire que les élus, quand ils présentent une proposition de loi, ils se mettent toujours là. Oui, mais on vous a mis un tapis rouge, là, on avait l'impression que sans vous, la fameuse proposition de loi, ben, c'était rien. Donc, on avait l'impression que vous êtes accaparé de l'Assemblée nationale. Je vois souvent, vous mettez les chaussettes rouges, oui. Mais je crois que vous avez vu que le tapis à l'Assemblée nationale était rouge. Il n'était pas déployé pour le G13. Il a toujours été rouge. Oui, d'accord, mais maintenant, peut-être il y en avait un peu de trop. Ah ben non. Un peu de trop. Lorsqu'un député présente une proposition de loi ou qu'il les présente à 2 ou à 3, il s'assied toujours à cette place-là. En quoi est-ce que c'était de trop? Alors, je peux comprendre. Mais c'était toute une équipe, là. Non, je peux bien comprendre. Ben, on était à 8 qui avions signé la loi. On dirait un gouvernement. On était à 8. Oui. Mais c'était pour montrer justement que là-dedans, on avait des élus qui venaient des différents horizons. Une des interventions que j'ai aimées au cours de ce débat, c'était de dire quoi? La proposition du G13 a été faite à une période non suspecte. Et donc, il n'y a pas eu de calculs politiciens ou des calculs politiques. Donc, ça rassemble. Qu'on se dise la vérité. Oui. Vous êtes un juriste. Oui. Vous êtes un parlementaire. On a dit ici plus de 10 ans d'action au Parlement.
Lorsque vous amenez une proposition de loi et que cette proposition est réputée recevable, ça vous appartient encore? Ben, toujours. D'ailleurs, par élégance, je vais dire par élégance. Donc répondez pas oui ou non. Non, 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 je dis, c'est pas ma première loi, donc Oui, d'accord. on va dire. Et par élégance et par reconnaissance, généralement, les lois sont nommées par les noms de leur auteur, généralement. Oui, Lokondo, hommage. Par hommage, on a nommé cette loi Lokondo. Mais pas simplement par hommage, parce que Lokondo, dans le groupe, était celui qui souhaitait que le travail de consultation de G13 ne se termine pas seulement à constater les consensus, mais que nous devrions avoir un livrable. Chaque fois, il m'appelait avec sa voix inimitable. Mais Denis, est-ce que vous avez terminé? Est-ce que la loi, on va déposer? Non, il voulait connaître cette loi. Et donc, en hommage à lui, on a nommé cette loi Lokondo. Donc, que les gens viennent, qu'on la présente lorsque la loi est déclarée recevable, elle est travaillée par l'Assemblée nationale. Mais je vous rappelle qu'après la recevabilité, la loi va à la commission. À PAG, oui. PAG. Que vous avez dirigé à un moment donné, d'ailleurs. J'ai dirigé à un moment. Oui. Et donc, quand la loi vient à la commission, qu'est-ce qui se passe? À la commission, on commence d'abord par un débat général. On refait un débat général. Après, on lève généralement les options. Mais au cours de ces débats, pour lever les options en commission, on redonne la parole aux auteurs. On ne leur prive pas la parole. Ce que le G13 a demandé est un droit légitime. Le parlementaire est élu pour pouvoir parler. Et nous avons demandé la loi, j'ai fait une motion pour dire, maintenant qu'on a décidé d'élever les options au cours de la plénière, qu'on redonne également, qu'on donne la possibilité au G13 de pouvoir s'exprimer. Il n'y avait rien de sorcier là-dessus. Vous ne répondez toujours pas à ma question. La deuxième chose. Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est-à-dire que sur ce sujet, on intervient. Ma question est, oui. Vous avez déposé cette proposition, elle est recevable. Oui. Ça veut dire que vos collègues ont le droit d'amender. Oui, c'est clair. Oui. Alors, pourquoi ça vous choque et vous quittez? Pourquoi ça me choque? Oui. Nous sommes partis parce qu'on nous a refusé la parole. Voyez-vous, vous revenez à ce que je vous dis. On nous a refusé la parole au moment de lever les options. Parce que si de coutume, on lève les options en commission, on refait le débat général. Mais quand on est en commission, on n'interdit pas aux auteurs de la loi de pouvoir parler. Or, il y a eu une motion d'un collègue qui a dit non, parce qu'on a déjà fait le débat général, donc les collègues ne devaient pas intervenir. Alors qu'en réalité, le débat général ayant été fait, la recevabilité ayant été votée pour la loi, on a fini le débat général. Ici, il s'agissait de savoir sur telle option, qu'est-ce que l'on pouvait adopter sur chacune des options présentées. Et la chose que nous avons demandé était toute simple. C'était d'accorder à ce que le G13 puisse avoir le droit également de s'exprimer lorsque l'on va parler des options. Et c'est ce qui a été fait. Je viens de recevoir une question qui vient de Paris, parce qu'on est suivi là. On dit, M. Sesanga, pourquoi vous suspectez toujours le président Bosso, avec lequel vous n'avez pas d'ailleurs des relations très conviviales, hein? Vous l'avez traité de, entre guillemets. Moi, je ne suspecte personne. J'ai réagi souvent face à des situations. Et vous savez, la République doit se construire dans la rigueur. Il faut une certaine rigueur et une discipline dans le pays. Chaque fois que je considère qu'un principe, une règle n'est pas observée, je suis souvent intransigeant avec les règles. Mais vous suspectez quoi en bataille, vous suspectez quoi? On a dit, on a dénaturé votre proposition de loi, c'est devenu autre chose. Je ne suspecte personne. Voilà. Ce que nous disons, quel était le sens de la réforme? Pourquoi nous faisons la réforme? Oui, améliorer. C'est pour améliorer. On n'est pas obligé de faire la réforme. Si on l'a fait, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans tous les processus électoraux que nous avons eus? C'est la question de la transparence et de la traçabilité des résultats. Oui. Lorsque on fait les élections, tout le monde vient après pour dire « Ah oui, je veux la vérité des urnes, je veux l'impérium, je veux ceci. » Les résultats n'étaient pas bons. La seule possibilité que nous avons de pouvoir construire cette confiance, c'est d'avoir des élections où les résultats… Comptage bureau par bureau. Non, les comptages se fait bureau par bureau. La différence que nous introduisions était
d'assurer la publication des résultats bureau par bureau. Est-ce que vous savez, Jean-Marie, que lorsque vous suivez une élection dans un pays autre, si je vous parle de la France, vous allez me dire c'est l'Europe, mais aujourd'hui au Sénégal, au Ghana, on fait la même chose. Quand vous suivez une élection qu'à 20 h, un des candidats qui a perdu sort et vous dit « j'ai perdu, voilà… » Mais il a les résultats. Il les a. Non, il a les résultats, mais ce ne sont pas les résultats officiels. Ce sont les résultats publiés bureau par bureau. Le problème, c'est que l'on a fait à l'Assemblée nationale, dans l'amendement sur cette affaire, l'Union sacrée a retravaillé pour que tous les résultats, non seulement on affiche, mais vont à la CENI. C'est là où il a triché. Et la CENI, écoute-moi bien, c'est là où il a triché. Il vérifie avec la conformité avec les résultats électroniques, et ensuite il demande au bureau de publier ou d'afficher. Non, ce système est tout à fait barbare. Pour la petite histoire, en 2006, François Mwamba s'en rappellera. Il était avec moi. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, on est en train de discuter, on dit, mais les résultats qui viennent de l'intérieur, ils sont mauvais. On ne comprend pas, les gens discutent. Pour bâtir la confiance, qu'est-ce que l'on a fait? On a dit, lorsque les résultats viennent, avant leur publication, donc les résultats viennent directement et nous sommes informés. Alors, du côté du MLC, il y avait qui? Il y avait François Mwamba, il y avait Thomas Louaka et moi-même. Du côté de l'AMP à l'époque, Joseph Kabila, il y avait Samba Caputo, il y avait Augustin Katumba, et puis il y avait un troisième, j'ai oublié. Et donc, on se voyait, les résultats venaient, on disait, bon, Kambov, les résultats viennent. Ils atterrissaient, on regardait. Est-ce que vous avez des observations? On faisait des observations. Et quand on n'était pas d'accord sur certains trucs, on procédait à des vérifications communes. Et quand les vérifications avaient été faites, les résultats étaient publiés. Aujourd'hui, en 2011, le système a été abîmé. Pourquoi? Parce qu'en 2011, on a fait une réforme. On a dit, les centres de compilation qui avant existaient au niveau du district, on va les rapprocher au niveau du territoire. Et les centres de compilation a été le lieu, quand vous avez affiché les résultats, quand ils viennent au centre de compilation, on les tripatouille. Les centres de compilation créent les résultats. Et d'ailleurs, les membres des centres de compilation, ils ne publient pas les résultats, nuitamment, ils affichent et ils fouillent. Délit, c'est ça. En 2018, non mais c'est très important, c'est très important. Les gens nous suivent. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Les centres de compilation, on les a même oubliés. C'est-à-dire qu'on a publié les résultats ici alors que les gens étaient en train de compiler. Alors nous disons, mettons tout sur la table. Ce pays n'appartient à personne. Ce n'est pas parce que vous êtes une majorité que vous abusez de cette position de la majorité pour dire « j'ai voté ». Il y a des lois qui sont au-dessus des camps. Et la loi électorale n'est pas une loi pour gouverner, c'est une loi pour arbitrer, pour la dévolution du pouvoir. Et donc, tout le monde doit pouvoir l'observer. Et ce que nous avons fait comme réforme, et qui a réuni le consensus de tout le monde, y compris le président de la République, quand on l'avait rencontré, c'était de dire, lorsqu'un bureau a fini, il dépouille, au lieu simplement d'afficher, il publie. Et cette publication s'oppose à tout le monde. Vous savez ce qui se passe au Congo? Vous êtes journaliste. Vous allez à Makelele, à Bandal. On a fait les élections. Vous avez vu le résultat. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Il faut attendre que la CENI en parle. C'est la loi. Bon, oui, mais elle est mauvaise. En France, parce que ça permet… Non, non. En France, on dit jusqu'à une certaine heure. Vous avez observé… Jusqu'à 20 h. Jusqu'à 20 h. À 20 h, vous pouvez en parler. Oui. Mais le ministère de l'Intérieur publie les résultats 3 jours après. Mais n'empêche que le système est à ce point transparent qu'y compris celui qui a perdu et celui qui a gagné, il se réfère et il proclame. Je pose la question de confiance. La question ici, oui. C'est que la mécanique qui a été mise en place de maintenir les centres de compilation, de renvoyer les résultats au niveau de la CENI qui est monolithique, vise à créer les conditions de la fraude. Nous sommes à notre 4e expérience électorale. La fraude? Oui, la fraude. L'Union sacrée veut frauder. À partir du moment où il n'y a plus de transparence, il n'y a pas de traçabilité des résultats, donc il y a la fraude. C'est pour ça que vous êtes parti. Nous disons, nous sommes partis parce qu'on ne nous a pas donné la voix au chapitre. Et puis 2, nous ne partageons pas l'opinion. On peut tout réviser dans la loi. Mais s'il y a eu besoin de réformer, c'est introduire la transparence. Et je vais vous surprendre, Jean-Marie, et je vais peut-être en arrêter là. Oui. Lorsque, en 2015, les gens ont marché dans cette ville, à la suite de la loi électorale que j'avais retirée, vous savez,
comment elle s'intitulait, la proposition de loi que nous avions faite en 2012? Non. C'était la loi sur la transparence du processus électoral. Parce qu'au sein de mon parti, l'Envol, la transparence du processus électoral est un élément clé de la crédibilité du processus. Et je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens n'attendent pas d'aller à une élection qui se passe comme celle de 2018. Vous avez ou peur, celle de 2011. vous avez peur de la victoire de Félix Tshisekedi Je n'ai peur avec de une la forte victoire de majorité en personne. 2023? Non, je n'ai peur de personne. Je veux simplement que les élections soient les plus transparentes possibles et que la voix du peuple soit entendue. Et que si le peuple a décidé que c'est Félix, c'est Félix. Si le peuple a décidé que c'est Tartampion, c'est Tartampion. Si le peuple a décidé que tel. Ici, c'est le peuple qui doit reconquérir son droit de vote. Imaginez-vous, les gens qui sont morts avec nous dans cette ville, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les Ngannou, Oui, et tout mais ça, ça, c'est la pendant les rengaine, marches, ça. pour avoir des Oui. élections crédibles. Oui. Aujourd'hui, nous allons marcher sur la mémoire de tous ces gens pour dire nous Vous allons savez que fabriquer les absents ont toujours élection. tort. J'ai vu un député, d'ailleurs, je vais citer son nom, qui a dit bah, s'ils sont partis, ce n'ont qu'à partir. La politique de la chaise vide, ça ne va pas les profiter. Ça, c'est de un. De deux, les champs à bois, la caravane passe, monsieur. Alors là, on en vient au cœur du problème. Le G13 a fait une loi qui n'était pas une loi pour un camp politique. Le G13 a fait une loi qui est une loi pour la nation. Mais vous voulez pour les la République. piéger? Un instant. Nous avons fait une loi avec la société civile, avec toutes les parties prenantes avec lesquelles nous avons discuté. Les gens se sont réappropriés les termes de cette loi, l'agenda citoyen. Les idées pour lesquelles on n'est pas prêt à se battre ne valent pas la peine. Il est venu le temps pour le peuple congolais de se dire, est-ce qu'il veut en 2023 la même chose qu'en 2018, en 2011, ou est-ce que le 2023, nous le voulons comme un processus qui a maturé, où la voix du peuple va être respectée. Et ça ne dépend pas que du G13, ça dépend de la population. Je vous rappelle qu'à l'époque, avec vous d'ailleurs, lorsque l'Assemblée nationale, nous avions quitté l'Assemblée nationale et qu'on faisait la loi, on voulait subordonner la tenue des élections Au recensement. Oui. Oui, je vous avais reçu avec Lambert Mende. Avec, oui, ils avaient voté la loi. Mais après, parce que la population s'était réappropriée le processus, avait manifesté, il a fini par être entendu. Moi, je pense que le peuple congolais, parce qu'on ne se bat pas pour nous, on se bat pour le peuple congolais. Ce que nous faisons, c'est pour que le peuple puisse avoir des élections crédibles. C'est aujourd'hui qu'il doit se battre. Il ne doit pas attendre 2023 pour crier à la fraude. C'est aujourd'hui qu'on se bat. Et nous avons l'expérience et nous savons que la fraude est un processus graduel. Et quand nous le voyons venir à grands pas, nous crions à haut. Et donc, il faut que les gens se rassemblent, les démocrates, ceux qui pensent qu'il est encore possible d'avoir de bonnes élections dans ce pays, doivent être vent debout contre l'adoption de cette loi. Terminons cette émission avec l'envol. Je vois, vous êtes entouré, secrétaire général, membre, etc. Mais d'aucuns disent, en réalité, l'envol, c'est ce sang et ce sang tout seul. Mais ça ne pèse pas, ces sangs. Les gens qui disent ça, lorsque j'ai quitté l'Union sacrée, ils ont été nombreux à aller débaucher des élus de l'envol. Donc, dire que ce sang est tout seul, c'est de la mauvaise foi. Nous sommes un parti qui n'est pas né sur la peau de l'État, qui ne prospère pas sous les caisses de l'État, qui ne prospère pas sur la distribution de positions dans l'appareil d'État. Vous avez un vice-ministre à la Défense, hein? Vous avez un vice-ministre à la Défense. Nous sommes un parti. N'oubliez pas. Nous sommes un parti de l'opposition, je vais y revenir. Oui. Nous sommes un parti qui est dans l'opposition, qui œuvre et qui est en croissance continue depuis sa création. Donc, nous avons des grandes espérances, nous y préparons et nous serons présents au rendez-vous. Dire que l'envol ne répond rien, c'est manquer à dire. Mais c'est quoi l'envol finalement? Parce que quand vous avez quitté le MLC, on avait l'impression que vous étiez l'homme qui partait avec la tête, enfin, les idées, avec l'expertise, etc. Mais en réalité, depuis 2006... non, je suis parti du MLC, c'est pas que les idées, on a... Vous voulez vider le MLC? Non. Quelqu'un disait à la fois, il y avait Sessanga, il y avait François Mwamba et Thomas Louaka, ben, les têtes sont parties. Je n'ai jamais été habité par l'animus nokendi.
Et l'intention de nuire, non. Vous voulez vider Jean-Pierre Bemba en prison, vous le vider voyez, de la moi, matière grise. Non, ce qui est important pour moi, Oui. c'est l'avenir qu'on peut donner au Congo. Et cet avenir, il faut le dresser, il faut le dessiner. Et nous avons voulu le dessiner dans le cas de l'envol. Nous continuons à le faire. Nous sommes un parti libéral et réformateur. Nous portons des idées qui sont majeures dans ce pays et qui arrivent à bouger les lignes. Lorsqu'un parti, quelle que soit la représentation ou ce que vous appelez les nombres d'élus qu'il a, arrive à imposer ses idées sur la place publique et font l'objet Ça, d'un c'est débat votre national. personnalité. On vous le reconnaît. On vous le Alors, reconnaît. mais à la base, nous avons des élus. Mais si vous ne voulez pas regarder ces élus, oui, effectivement, vous ne les regardez pas. Ah, vous dites, nous avons un membre au niveau du gouvernement, Oui. effectivement. Mais lorsque nous avons décidé de quitter l'Union sacrée, oui. Vous l'avez exclu, oui. Non, nous, on n'exclut personne. Elle l'a décidé. Elle a décidé de rester avec Félix. Je crois que dit que c'était son frère en Christ où il pliait. Donc, c'est autre chose. C'est dénigrant. Donc, moi, je dis, c'est dénigrant. Non, ce sont des propos publics. Ce sont des propos publics. Donc, je respecte les opinions des uns des autres. Mais répéter les opinions de quelqu'un, ce n'est pas les dénigrer. Donc, je ne lui attribue pas des propos qui ne sont pas les siens. Parce que nous sommes au moment des alliances, en ce moment. Moi, j'ai vu la tribune de Géopolis, avec son confrère, Willy Kalengai, qui vous présente dans les blocs. On dit, attention, aujourd'hui même d'ailleurs, Joseph Kabila s'est retrouvé avec, d'abord la grande famille, Joseph Kabila, là-bas au Katanga, avec Moïse Katumbi. On vous sent proche, comme on a vu Matata avec Fayoulou. Quelqu'un vous dirait, mon Délice Sanga, il est en embuscade vers votre frère Tshisekedi ou vers Moïse Katumbi, parce que vous avez été ensemble déjà. Vous vous sentez proche de qui maintenant? Une précision. Parce que vous avez dressé le portrait tout à l'heure, oui. Je crois que vous me suivez. Lorsque on a installé le nouveau comité de l'envol, nous avons dit l'envol ira aux prochaines élections, mais ne sera derrière personne. Ça, c'est une première constante. La deuxième, c'est que dans ce pays, on a passé notre temps à se réunir derrière les hommes et à jamais se poser la question, qu'est-ce que l'on veut pouvoir faire ensemble? Aujourd'hui, la quête qui est la nôtre... Vous excluez les alliances? Non, je n'exclus pas les alliances. C'est Sang avec qui? Non, telle est ma question. C'est pas des alliances, c'est pas de l'animosité. Au demeurant, tous ceux que vous avez cités sont des compatriotes. Vous avez travaillé avec tout le monde, hein, quasiment. Que je respecte. Oui. Et je dis ceci, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut d'abord un projet. Il faut un grand projet pour le Congo. Il faut un projet à la dimension du Congo. Ce que nous avons remarqué, c'est que l'absence de projet dans ce pays, les gens tombent très vite dans le djalelo. Et quand on est dans le djalelo, quand on y arrive, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Vous êtes proche de qui finalement? Donc nous allons faire... Mais, vous êtes proche de qui? Nous sommes en vol. Ça vous gêne peut-être de le dire, mais il faut le dire, nous sommes en vol. Et donc, c'est que nous bâtissons un projet qui est un projet fédérateur avec des idées qui sont fortes et nous allons continuer à le faire. Je repose ma question. Mais nous reparlerons avec Jean-Pierre Bemba vous appelle. Ancien camarade, venez me rejoindre. On va renforcer Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi vous appelle. Mais vous savez, on a été ensemble. Comment ça s'appelait déjà à l'époque avec Katumbi? Vous faites exprès. Ensemble pour le changement. Merci beaucoup. Même Macron a fini par adopter. Merci beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un a dit que vous avez soufflé le mot ensemble pour faire son parti. C'est un peu cela que vous avez fait ensemble. Eh bien, Katumbi vous appelle. Ouais. Comment vous allez répondre? Et enfin, Joseph Kabila vous dit, mais vous savez, vous êtes un excellent juriste, un bon député, etc. Allez, votre cœur va battre où? Alors, parce que vous, dans tout ce que le monde nous suit. Hein? Dans tout ce que vous avez dit, oui, c'est les gens qui m'appellent et moi, je ne peux pas les appeler. En fait, c'est ça votre problème. Non, je dis ceci. L'appel de ce pays, c'est le destin que l'on veut le bâtir, qu'on veut lui donner. Quel est le destin que l'on veut donner au Congo? Est-ce que les Congolais peuvent s'arrêter une fois de dire, nous chantons dans notre hymne national, nous sommes unis par le sort, nous sommes unis dans l'effort. Mais quelles sont ces racines historiques et spirituelles que nous tenons pour bâtir une nation forte au Congo? Quel est cet effort que nous sommes capables de faire en commun pour donner à ce pays le destin qu'il mérite, pour donner
à nos jeunes l'emploi qu'ils attendent de ce pays, leur donner un autre avenir que simplement de rêver de partir à l'étranger. Délice Alors, Sanga. si c'est de ça que l'on parle, alors nous devrons parler d'abord des idées. Délice Et donc Sanga. aujourd'hui, commencez à dire de qui vous vous sentez proche. Délice Sanga. Laissez-moi poser la question. On va terminer par là. Félix Tshisekedi est déjà candidat président. Moïse Katumbi, enfin, il va l'annoncer parce qu'on le sent d'ailleurs, il se prépare pour, il fait les dispensaires, machin, etc. Ces gens se déploient un peu partout. Matata vient de le faire. Joseph Kabila, d'ailleurs, on a effacé non éligible parce qu'avec cette affaire de sénateur à vie, et juridiquement, ça ne se justifie pas. Donc, je pense, je pourrais aussi jeter à l'eau. Alors, c'est Sanga. Candidat, pas candidat. Président de la République. Je vais vous dire une chose. N'expliquez pas. Non, je vais vous dire une chose. Je vais expliquer, parce que toute explication. De plus en plus de gens dans la société me contactent et verraient bien cette candidature pour l'élection présidentielle. Candidat, pas candidat. On va couper ça. Je vais vous dire, le temps n'est pas venu de la candidature parce que je pense que ce pays a besoin encore qu'on y travaille. Pendant que nous sommes sous la loi électorale, comment voudriez-vous commencer à évoquer ces questions d'ambition? C'est ce que d'ailleurs beaucoup de nos compatriotes nous reprochent. Ils voient que la classe politique est plus portée sur des combats de gladiateurs entre eux que sur l'avenir qu'il faut leur donner. Nous avons une ambition pour ce pays. Le temps viendra où nous allons l'exprimer. Et croyez-moi, nous n'allons pas nous décider. Ça s'appelle langue de bois. Mettez-vous debout, l'émission est terminée. Et vous avez bien compris, je suis où, là, que lui, il n'est pas candidat président pour le moment. Je vais dire, le temps n'est pas venu des candidatures parce qu'on n'a pas fini la loi électorale. Je suis au four. Les autres ont peut-être cette liberté que moi, je ne m'autorise pas. Je suis au four. Donner à ce pays une loi électorale, une législation qui tienne, viendra le moment où on va se prononcer sur cette question. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui font cet appel. Vous y pensez être candidat? Pas seulement en dormant. En se rasant de temps en temps. Pas seulement en dormant. Merci, Délice Sanga. Merci à vous. En tout cas, vous avez bien compris que l'émission a été bien attendue et que ma foi, vous saluer vos gens. Hein. C'est fini le Covid maintenant. Non, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Suivez le même schéma et vous allez reprendre. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Et à très bientôt. Et à très bientôt.